Bonjour à tous et bienvenue dans notre live, le rendez-vous investisseur présenté par Bouygues Immobilier Patrimoine en partenariat avec les Studios Victoire. C'est ici les Studios Victoire. On espère que vous êtes bien installés pour profiter de cette heure d'échange dans les meilleures conditions. Et si vous avez quelques soucis techniques, quelques questions, quelques interrogations, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Avec plaisir donc de présenter cette émission imaginée, je vous le disais, par Bouygues Immobilier Patrimoine pour expliquer comment, et oui, comment remplir une déclaration de revenus suite à l'achat d'un bien immobilier dans le neuf en investissement locatif. C'est un peu technique, vous verrez, mais c'est très important parce que ce sont plein de conseils pratiques qui vous seront donnés et s'assurer ainsi de pouvoir bénéficier de son avantage fiscal. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui vais tout vous dire. Deux experts sont à côté de moi. Laurent Franqueur, manager commercial, Bouygues Immobilier Patrimoine. Bonjour Laurent. Bonjour. Arnaud Giraud, qui est expert comptable. Il faut toujours connaître un expert comptable. Et s'ils ont soif, il y a la gourde que Benoît nous a déposée en plateau. Ils pourront boire à tout moment. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, Laurent? Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va présenter Bouygues Immobilier Patrimoine et également vous aider à déclarer vos impôts sur vos revenus fonciers. Et Arnaud? Et donc, moi, j'interviens en tant qu'expert comptable pour présenter la déclaration fiscale qui va suivre l'investissement Pinel. Toujours connaître un expert comptable et Arnaud fait partie, j'en suis sûr, des meilleurs. Enfin, on va juger sur pièce. Le plan d'émission, on va dans un premier temps vous rappeler les éléments clés du dispositif Pinel. Puis on va assister à une démonstration d'Arnaud, là, un tuto, un véritable tuto. Vous verrez, pas à pas, vous saurez comment remplir la déclaration. Et enfin, une séance de questions-réponses. Toutes vos questions, toutes nos réponses, toutes les réponses plutôt des experts, aujourd'hui durant cette heure. Alors Laurent, première question. On peut en savoir un peu plus sur Bouygues Immobilier? Alors oui, bien sûr, Bouygues Immobilier, c'est une filiale du groupe Bouygues qui est connue et reconnue, bien évidemment, avec ses trois pôles d'activité que vous pouvez voir sur les slides. On a déjà, en premier, je vais vous dire qu'on a une majorité de Français qui sont clients de Bouygues, du groupe Bouygues. Pourquoi? Parce que nous intervenons au niveau de la téléphonie, des médias et de l'activité de construction. Sur la téléphonie, Bouygues Télécom, qui est troisième opérateur français dans la téléphonie. Sur les médias, je pense qu'une grosse majorité des Français sont consommateurs de TF1 et de ses filiales. TMC. TMC également. Donc, et derrière, bien sûr, TF1 qui est leader européen sur son marché. Et enfin, on a Bouygues Construction avec trois entités, Bouygues Construction et Bâtiment, leader sur son marché. Par exemple, nous avons construit beaucoup de tours à la Défense. Nous avons quelque chose qui parle aux Français, c'est le Stade de France, le pont de l'Île de Ré. On aimerait bien y retourner d'ailleurs, hein, au Stade de France. On a le pont de l'Île de Ré et puis aujourd'hui, allons un petit peu dans le sud, c'est l'extension du port de Monaco. Ensuite, nous avons la deuxième entité qui est Colas. Colas qui est le numéro 1 mondial pour les routes et le tarmac, spécialisé dans le développement du rail, des grands projets, mais également tout ce qui est transport d'énergie. Et enfin, Bouygues Immobilier, que je représente aujourd'hui, qui est leader sur son marché depuis plus de 60 ans dans la commercialisation de ses produits. Derrière, notre métier, c'est quoi? C'est aménager des quartiers d'une ville, c'est exploiter le parc immobilier, mais également c'est notre premier métier, la promotion immobilière. Et dans Bouygues Immobilier, nous avons Bouygues Immobilier Patrimoine, que je représente. C'est le canal aujourd'hui qui existe depuis 7 ans. Il est né de la volonté derrière, en fait, d'apporter une véritable expertise et un service premium à tous nos clients. L'objectif derrière, c'est d'apporter des solutions d'investissement permettant d'utiliser tous les leviers fiscaux que l'État met à notre disposition. On précise d'ailleurs, quand on parle construction, on parle construction à impact, les smart cities, tout ce qui est HQE, tout ce qui est évidemment réglementation. C'est important aujourd'hui, vu la crise qu'on connaît, on se projette dans le monde de demain. Et ce monde de demain, il faut qu'il soit encore plus vert. Alors Laurent, comment procèdent vos conseillers pour présenter justement les dispositifs d'investissement? Alors déjà, Bouygues Immobilier Patrimoine, c'est 21 personnes au niveau national, dont 15 conseillers en patrimoine immobilier. Et leur métier, c'est d'aller à la rencontre des clients qui veulent investir, préparer l'avenir. Alors on travaille de trois façons, avec plusieurs phases. La première rencontre, c'est ce qu'on consacre à notre client, c'est l'audit patrimonial qui est vraiment personnalisé sur sa situation fiscale et financière. Notre objectif, c'est de faire une photographie sur une situation à l'instant T. Et derrière, on détermine avec notre client un cahier des charges qui va permettre de mesurer les besoins qualitatifs et quantitatifs par rapport à ces objectifs. Après, il y a une deuxième rencontre, c'est le moment où on va présenter
Le résultat de ce bilan patrimonial, ça va passer par un montage financier et fiscal. On va utiliser tous les leviers et derrière, on va pouvoir sélectionner avec notre client le produit de notre stock à l'instant T. Et la troisième rencontre, bien évidemment, quand on est d'accord sur tout, que tout rentre dans le On va cahier des taper dans la charges, main. eh bien, voilà, on valide nos contrats. Alors aujourd'hui, on est passé sur le système de la dématérialisation. Soit on fait une dématérialisation à distance, bien sûr, le Covid ne nous aide pas aujourd'hui, Ouais. ou en présentiel. Donc voilà les 3 étapes. Et derrière, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que notre métier, c'est d'accompagner nos clients tout au long de leur vie immobilière. Et tous les ans, c'est la raison pour laquelle on les voit pour faire déjà des arbitrages par Ouais. rapport à leur patrimoine. Il y a certains arbitrages à faire sur certains investissements. Et puis derrière, on les rencontre comme aujourd'hui pour l'aide à la déclaration. C'est la raison pour laquelle Un analyste- Arnaud va nous donner un bon petit coup de main Et par rapport Laurent, à ça. on précise, hein, cette phase de discussion, d'échange, de simulation est très importante. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas simplement voir un avantage fiscal. Hein. C'est le plus important, Ouais. c'est faire un bilan de la situation. L'avantage fiscal, c'est souvent la première raison du geste du client. Je veux réduire mes impôts. Non, c'est un Ce n'est pas levier. mal hein, d'ailleurs, mais C'est très bien, c'est la résultante. Mais le principal, c'est raisonner pourquoi je veux faire un investissement, préparer l'avenir. Mhm. Arnaud, alors vous, quel rôle vous avez auprès des équipes de Bouygues? Alors moi, j'ai un rôle en tant qu'expert comptable indépendant d'aider à traduire comment dire, la déclaration fiscale, parce que c'est assez obscur, mine de rien. C'est assez... il y a beaucoup d'endroits où il faut cocher des cases et c'est un peu flou pour le profane. Mhm. Donc si on peut aider à travers cette journée, Ouais, bien sûr. la déclaration, mon rôle va être d'apporter un éclairage et de simplifier tout ça. Avant de passer à la séquence pourquoi investir, j'ai juste une question. Les personnes connaissent assez mal en fond les dispositifs. Il faut vraiment faut faire de la pédagogie. Oui, tout à fait. On connaît, on a tous l'outil Internet aujourd'hui. Les gens sont informés, parfois surinformés, mais mal informés. Et c'est la raison pour laquelle il faut passer par des experts comme Arnaud, des conseillers en patrimoine immobilier où leur métier, c'est vraiment une culture immobilière, mais également une connaissance financière et fiscale. Et ça, c'est très important. C'est un projet de long terme, on peut le préciser tout de suite. Toujours, Faut se projeter quand même. Le terme, c'est quoi? 10, 15, parfois 20? Au moins 10 Ça ans. peut être toute une vie. Mais ça peut être toute une vie, c'est ce que je dis souvent à nos clients. Ouais. En revanche, il y a toujours des étapes d'une vie qui permettent de faire des arbitrages et se dire je revends, j'ai besoin de ce capital pour faire autre chose, pour payer des études des enfants par exemple, pour Ouais. avoir quand on a un besoin financier. Eh bien, c'est vrai que l'immobilier, c'est très très important. C'est vraiment sécurisant. Et d'ailleurs, les Français d'ailleurs sont attachés. Et je vous propose tout de suite d'entamer la première séquence de notre émission. Pourquoi et comment s'investir? Jingle. Laurent, Oui. on disait les Français ils se projettent. Pourquoi ils investissent toujours autant dans l'immobilier? Déjà, l'immobilier, on parle souvent de notion de valeur refuge. C'est sécurisant l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en France, aujourd'hui, on a une pénurie de logements. Quand on voit l'association l'Abbé Pierre qui nous dit qu'on a plus d'1 million de logements, mais ça fait 15 ans qu'on l'entend, on n'arrive pas à combler ce manque. Donc déjà, c'est une valeur refuge et on s'aperçoit derrière que c'est une valeur qui permet de faire des bénéfices. La préoccupation des Français, c'est d'anticiper l'avenir. Donc, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'augmenter son pouvoir d'achat, avoir des revenus complémentaires, et puis ça répond à des besoins très spécifiques. L'objectif de toute personne aujourd'hui, c'est d'acheter son toit, avoir sa résidence principale à court, moyen et long terme. Donc ça, c'est souvent la première motivation. On parlait des enfants tout à l'heure. Le coût des études est de plus en plus important. Donc, Gilbert et moi savons que On ça sait de coûte quoi on très, parle. très cher. Bien évidemment, pour préparer leur avenir. Donc, on doit les accompagner par rapport à ça. Ce qu'on veut également, c'est à très long terme, sécuriser sa retraite. Avoir une autonomie financière. Oui, on ne sait Donc, pas à quelle sauce on va être mangé. Exactement. Hein. C'est vrai que préparer l'avenir dans un environnement incertain, c'est important. Ouais. Et la dernière chose souvent qui remonte, c'est en tant que parent, on a envie de transmettre notre patrimoine. Alors les anciennes générations, on transmettait
au décès. Aujourd'hui, on va transmettre de plus en plus tôt, donc faire des donations en temps et en heure sur des mécaniques très spécifiques avec le démembrement, on garde la nue propriété et derrière, voilà, c'est des choses très spécifiques. Est-ce qu'on peut dire, Laurent, sans être un oracle et faire des prévisions à la Nostradamus, mais que la pierre, finalement, c'est ce qu'il y a de plus sûr, de plus rassurant? Oui, la pierre, c'est quand même quelque chose de très ancré dans notre environnement Oui, bien aujourd'hui, sûr. notre culture. C'est sécurisant et tant qu'il y a une pénurie, il y aura toujours des besoins et ça sera toujours quelque chose un peu moins volatile que les valeurs mobilières de placement. Bien sûr. De toute façon, à long terme, on se rend compte que c'est ce qui marche à peu près, ce qui fonctionne le mieux. Oui, oui, Ouais, oui. indéniablement. Il n'y a pas des soubresauts de la bourse, il n'y a pas de choses comme ça. Exactement, tant qu'on est en marché de pénurie, il y aura toujours des besoins, donc ça fonctionne derrière. Il y a une demande locative, la population française augmente, donc on a de plus en plus de personnes. On a également des logements insalubres aujourd'hui, donc il faut vraiment les remplacer. On a vu ce qui s'est passé dans certaines villes où des immeubles s'écroulent. Donc voilà, il y a besoin de renouvellement sur ces choses-là. Et puis la crise qu'on a connue, évidemment, impacte les comportements chez les Français, puisqu'ils veulent bouger. Il y a peu la revanche des villes moyennes, il y a tout un mouvement, et la France migratoire en interne, ça existe, hein, puisque les gens bougent d'une ville à l'autre Tout à aujourd'hui. fait. Et ce besoin, évidemment, c'est la crise qui nous a poussé vers tout ça. Il y a différentes manières d'investir dans la pierre aujourd'hui. Quelles sont-elles, justement? Alors, la première manière, c'est d'acheter sa résidence principale. Pourquoi? Parce qu'on veut sécuriser son toit. La deuxième, c'est le locatif résidentiel. On va parler du dispositif Pinel tout à l'heure. Bien sûr, c'est créer des revenus complémentaires, générer du capital. Et après, on a des diversifications dans l'investissement de commerce, l'investissement d'immeubles de société. On veut diversifier son patrimoine en fonction de ses moyens. Et les Français se tournent plutôt, ils privilégient quoi comme type d'investissement? Aujourd'hui, c'est vrai que les dispositifs ont toujours fonctionné. Ça fait 30 ans que ça existe sur les lois réductives et déductives. Le Pinel est vraiment mis en avant. Pourquoi? Parce qu'on investit dans de la pierre déjà, donc on crée son patrimoine. Et derrière, l'État nous permet d'avoir des leviers différents. On va répondre à une pénurie de logements. Le levier fiscal est important. Et derrière, c'est de la sécurité au niveau de la pierre et de la rentabilité au niveau du montage. Laurent, pourquoi ça change tout le temps? Juste une question alors de néophyte, hein, sans doute pourquoi on est passé du Malraux, du Besson, du Pinel, on a tous les noms d'ailleurs. Alors pour la petite histoire, c'est souvent les ministres du logement qui mettent leur nom Ah oui, sur la loi. ils veulent inscrire leur nom dans l'histoire. Voilà, exactement. Exactement. Et après, ils apportent des modifications en fonction des stratégies de l'État, bien évidemment sur les leviers fiscaux. En gros, la mécanique est toujours la même. C'est à peu près la même. Oui, c'est ça. On a eu Le nom change, mais à peu près, ça reste la même chose. Voilà, on a eu une déduit. phase jusqu'à 2009 où on était en loi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en loi déductive. On faisait de la déduction sur ses revenus. On est passé à partir de 2009 avec la loi Sillier sur des lois réductives. Une loi réductive, je donne un exemple très classique, vous payez 5 000 € d'impôt, vous achetez un bien immobilier, vous bénéficiez d'une remise fiscale, ces 5 000 € d'impôt peuvent descendre, je dis n'importe quoi, à 3 000 € parce que vous avez une 2 000 € de réduction d'impôt par an. C'est bien. Voilà. C'est une mécanique assez simple. Voilà, c'est déjà bien à comprendre cela, puisque c'est là où on va aller. Parce que tout de suite, on va vous expliquer le dispositif Pinel. Jingle. Alors Laurent, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est vous l'expert avec Arnaud. Comment cela fonctionne réellement? Est-ce que c'est simple de mettre en place un Pinel? Alors, on peut dire un Pinel d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit le jargon. Oui, un dispositif, un Pinel, une Pinel, bon, peu importe. Alors oui, c'est assez simple. En revanche, attention, il faut vraiment avoir un accompagnement professionnel pour ne pas se tromper sur la partie financière et surtout fiscale. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Bouygues Immobilier Patrimoine s'entoure d'experts. Bon, les experts sur l'immobilier, c'est notre propre métier. Derrière, on a des experts au niveau des financements. On a des partenariats avec des courtiers ou des groupes bancaires qui permettent de déterminer les bonnes architectures de financement par rapport au projet. Et derrière, on a également des experts en gestion locative. On a des partenaires, parce que c'est bien d'acheter un bien, mais s'il est mal géré derrière, il ne sera pas rentable. Donc ça, c'est important d'avoir tout un encadrement d'experts. Et
Surtout le principal, surtout à cette période de l'année, c'est l'expert fiscal pour la déclaration. Arnaud est là Ouais. pour le dire. Ouais. Oui, parce que ce qu'on peut expliquer, c'est que quand on rentre dans ce dispositif, ça ne veut pas dire qu'on va aller tous les mois chercher le loyer. Il y a tout un environnement qui est créé autour pour justement accompagner. Tout à fait. On a les gestionnaires qui sont là. En fait, l'investisseur, on lui vend une tranquillité. Ouais. Derrière, il achète un bien, il a quelques démarches jusqu'au passage notaire. Et ensuite, une fois qu'il est mis en exploitation, il a un gestionnaire qui fait le travail pour lui et qui lui verse des loyers nets. Je crois que c'est ça aussi, hein, c'est ce côté administratif qu'il faut bien mesurer, comprendre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est pour bien mesurer la dimension et tout ce que cela représente, hein, Laurent. C'est vrai qu'il faut bien préciser qu'une fois qu'on a bien compris les contours, c'est assez simple. C'est assez simple, mais il ne faut pas se tromper. Mais il ne faut pas se tromper. Arnaud, on compte sur vous pour ne pas se tromper, justement. On va essayer de pas se tromper. Quel est votre rôle quand vous intervenez auprès des clients alors? Notre rôle, c'est de les aider à faire la déclaration de revenus, ou tout simplement même faire la déclaration de revenus à leur place, quand ils nous confient la gestion, totale. Au niveau du Pinel, c'est pas très compliqué, mais en fait, il peut y avoir beaucoup d'oublis. Et donc, voilà, j'espère pouvoir rappeler les bonnes cases à cocher, les bonnes informations à aller chercher. Mais on peut rappeler quand même qu'il n'est pas inutile de demander conseil à un expert comptable, même si ce n'est pas une tradition chez les particuliers, même si ce n'est pas une habitude, Arnaud. Non, c'est plutôt, l'expert comptable, c'est plutôt une clientèle professionnelle, Bien des sûr. entrepreneurs, pour lequel on peut s'occuper de leur patrimoine personnel et ils nous demandent de s'en occuper. Pour un particulier en direct, généralement, c'est vrai qu'il y en a peu, mais si on parle d'expert comptable, mais ça peut être aussi un avocat fiscaliste, tout simplement. Il est corporatiste, hein, vous avez vu, les avocats, les experts, tout ça, c'est la même famille en fait, et c'est pour ça qu'il en parle. En tout cas, je suis sûr que vous serez toujours bien accueillis chez Arnaud, et il y aura même un petit café pour ceux qui viendront demander conseil. Laurent, explique-nous comment fonctionne le Pinel alors. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ben oui. Déjà, le Pinel, il faut se dire, il y a 3 intervenants. Le premier intervenant, c'est l'investisseur qui va acheter son bien immobilier. Le deuxième, c'est le locataire qui va verser des loyers. Et le troisième, c'est l'État qui va apporter une remise fiscale. Donc ça, c'est déjà un point important. Après, il y a des règles qui encadrent le dispositif. Les premières règles, c'est au niveau de la construction. Déjà, la règle veut qu'il faut acheter dans le neuf, avec On un voit les respect. conditions qui s'affichent. Voilà. hein, derrière. Il y a quelques conditions qui s'affichent. Au niveau de la construction, il y a des normes de construction. Bien sûr. Aujourd'hui, on est sur On a une parlé. règlement thermique 2012 qui passera bientôt à la 2020. C'est l'amélioration des matériaux. Et c'est tant mieux. Et tant mieux, Bah parce oui, que après ça, tout. aujourd'hui, ça réduit toute cette pollution que nous créons tous. Et l'objectif, c'est de construire avec des matériaux sains qui Des normes permettent... en fait. et C'est des des normes, oui, c'est c'est ça. des normes. Ensuite, il y a le lieu. Le lieu, c'est important. Il y a des zones éligibles en France. Alors, pour ceux qui seront allés sur Internet, on parle de zone A bis, A, B1, B2. Eh bien, aujourd'hui, A bis, c'est Paris et quelques communes. La zone A, c'est des communes d'Île-de-France, de l'arc méditerranée, et puis du nord, avec certaines villes de la frontière suisse. Et la zone B1, c'est des grandes agglomérations françaises. Et la B2, c'est une petite zone qui demande des villes déjà de plus de 50 000 habitants, et c'est vraiment au détail près. On parle souvent, je donne un exemple, c'est la Pinel bretonne. On a certaines villes bretonnes qui sont éligibles au dispositif Pinel. Par contre, la Bretagne n'est pas éligible à 100% au dispositif Pinel. Un troisième point qui est important, c'est la typologie des locataires. Déjà, la première chose, le locataire doit être dans sa résidence principale par rapport à l'investissement Pinel. Derrière, le locataire doit répondre, il doit être éligible en fonction de son revenu fiscal de référence, qu'on appelle vulgairement le RFR. Donc il y a vraiment des grilles. Ouais, Il ne faut bien pas sûr. dépasser un certain montant en fonction de son foyer fiscal pour être éligible en tant que locataire au Ça, c'est dispositif. pour donner accès au logement à certaines populations, évidemment. Exactement. En France, on en parle, hein, vous l'avez dit. Donc, si on peut aider sur le plan écologique, sur le plan de la diversification des locataires et de l'accession au logement, c'est tant mieux aussi. On Voilà. contribue, en fait, à la société. Exactement. Bah alors. Et l'État a ouvert en plus une facilité pour les investisseurs. Les premiers dispositifs en loi réductive ne l'avaient pas. On va pouvoir louer à ses ascendants et ses descendants. Donc ça, c'est très très bien par rapport à quelqu'un qui veut loger son fils, Oui, c'est ça, loger son père. D'accord. Par rapport à ça, c'est ouvert. Donc c'est une grande ouverture par rapport au dispositif Pinel. Et le dernier point, c'est tout ce qui est un peu chiffre, les montants de financement, d'investissement et de la durée.
quand on investit dans un dispositif Pinel, on a un plafond. Un plafond, déjà, on ne peut pas investir à plus de 300 000 euros. Alors, on peut, mais le calcul fiscal sera plafonné à 300 000 euros. Le deuxième point, c'est qu'on peut faire 2 dispositifs par an. C'est déjà pas mal. On peut faire 2 investissements. Non, 2 dispositifs plafonnés à 300 000. Ah d'accord, vous voyez. Et je vous challenge. Mais c'est important parce que c'est vrai que je pose des questions de néophytes. Voilà, nos auditeurs se posent toujours la question. 2 par an, donc 300 000. Vous avez le bon réflexe, Gilbert, par rapport à ça. Et derrière, il y a un dernier chiffre qui est important, c'est on a un plafond de 5 500 euros du mètre carré. Alors si je vous dis ça comme ça, les gens ne vont peut-être pas comprendre. Je prends un exemple. On achète un appartement de 40 mètres carrés. S'il est à 6 000 euros du mètre carré, on sera sur un investissement de 240 000 euros. En revanche, la réduction fiscale, on va en parler tout de suite après sur la réduction, elle ne sera pas calculée sur 240 000 euros. Elle sera calculée sur 220 000 euros. 5 500 fois 40 mètres carrés donne 220 000 euros. Ça, c'est important parce que ce 5 500 euros du mètre carré doit être respecté. On peut investir en Pinel sur un logement à 6 000 euros du mètre carré, mais fiscalement, on perdra de l'avantage fiscal. Ah oui. D'où l'intérêt de faut mieux maximiser si on fait de l'avantage maximiser. Exactement. Et comme on le voit sur l'écran, le dispositif, comment ça fonctionne? On peut investir sur une première période d'engagement de 6 ans, qui pourra être prolongée à 9 ans et qui pourra être prolongée à 12 ans. Comment fonctionne la réduction? En fait, vous investissez sur un bien à 200 000 euros. Sur la première année, eh bien, sur les 6 premières années, vous allez avoir 2% de réduction d'impôt par rapport à ce 200 000. 2% de 200 000 fait 4 000 euros de réduction d'impôt. Je prenais mon exemple de tout à l'heure, vous payez 5 000 euros d'impôt de base, vous mettez un dispositif en place à 200 000 euros, eh bien, votre impôt final sera de 5 000 moins 4 000, vous ne paierez que 1 000 euros d'impôt. Voilà comment fonctionne. C'est clair. Le deuxième, on peut prolonger, on peut s'engager sur 6 ans. En fait, plus on investit longtemps, plus la réduction est importante. C'est ce que, voilà, c'est ça. Plus l'engagement est fort, plus la réduction est importante. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Mais en revanche, on a réduit les durées adressables, c'est-à-dire 6 ans, je voyais 8 ans et 12 ans. Ça veut dire qu'on a une sorte de souplesse. 6 ans, 9 ans et 12 ans. 9 ans, pardon. On peut, alors ce que je conseille à tous nos clients aujourd'hui, faites un premier engagement sur 6 ans. Au bout de 6 ans, vous faites l'état et on fera l'arbitrage avec vous. Et derrière, si vous avez envie de continuer, on peut prolonger jusqu'à 9 ans. Toujours le même système, 2% par an sur mes 200 000 euros, qui me donne 4 000 euros d'impôt de réduction. Et arrivé à 9 ans, on refait un arbitrage. On peut prolonger jusqu'à 12 ans. En revanche, il y a une petite modification. L'avantage fiscal n'est plus à 2% par an, mais passe à 1% par an. Ça reste, quoi qu'il arrive, avantageux. Sur un investissement de 200 000, on aura 2 000 euros de réduction d'impôt sur les 3 dernières années. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple à comprendre. Maintenant, la mise en place au niveau fiscal, c'est ce qu'on disait avec Arnaud tout à l'heure, c'est important de bien mettre les choses. Et le dernier point, comment ça marche au niveau de versement de sa réduction d'impôt? Eh bien, la première réduction d'impôt est versée dès le mois de janvier. On a 60% de cette réduction qui est versée en janvier, ce qui permet cette somme de couvrir l'effort d'épargne qu'on va pouvoir mettre pour équilibrer l'opération jusqu'au mois d'août. Et au mois d'août, les 40% restants sont versés par l'État. Vous auriez dû être enseignant en fiscalité, Laurent. C'est extrêmement clair. On a tout dit. On va passer au tuto, parce qu'il y a une séquence tuto avec Arnaud, notre expert comptable. Comment remplir sa déclaration? Alors, une fois que le dispositif est mis en place, on l'a vu grâce à Laurent, et que l'appartement est loué, il faut donc chaque année déclarer, et on sait que c'est compliqué parfois, les revenus fonciers au printemps. C'est là que Arnaud intervient. Arnaud, merci. Vous avez la zapette, hein, alors on vous écoute. On a préparé un tuto, donc effectivement c'est la période. Aujourd'hui les déclarations sont ouvertes depuis 15 jours. Il me semble, et jusqu'à la date limite début juin, etc. Oui, rassurez-moi, c'est bien début juin. C'est bien début juin. Alors, je ne devrais pas le dire, mais normalement, il y a une tolérance fiscale jusqu'au 30 juin, du fait de la période actuelle du Covid. Il ne le crie pas trop sur les toits, mais voilà, pour les retardataires.
Et oui, on a des petites informations comme ça. Mais oui, voilà. l'expert comptable, il sait tout. Mais bon, ouais, si on peut remplir la déclaration maintenant, c'est quand même mieux. Ouais. Alors, je ne sais pas si on voit le tuto à l'écran. Oui, a priori, Ah oui, il y est. Hein. il y est. Vous êtes à côté de la déclaration. Parfait. Je reconnais. Alors, pour la déclaration Pinel, aujourd'hui, il faut cocher 2 cases que j'ai mis dans le tuto. Une case revenu foncier, location non meublée, pardon, et une case charge, investissement locatif. Et cette case, elle est très importante parce que c'est en cochant cette case et en mettant le montant de l'investissement, c'est ça qui va déclencher la réduction d'impôt dont a parlé Laurent juste avant. Donc ne pas se tromper. Oui. Première chose, ne pas se tromper dans le montant qu'on va déclarer. De 1, ne pas se tromper dans le montant, et 2, ne pas oublier de cocher cette case. Ah oui, cocher la case. Mais on pourra regarder en replay tout ça. Hein. Donc On va vous pouvoir pourrez regarder. regarder quand vous déclarez. Hop, on pourra regarder Arnaud. Donc. Exactement. Alors, j'essaie de passer. Voilà. Donc, les cases. La première case, on peut le voir à l'écran. C'est dans la partie revenus. Et c'est la case où revenu foncier, location non meublée, tout simplement. D'accord. Une autre case est cochée, mais location meublée non professionnelle. Mais ça, ce sera pour une deuxième partie d'émission. C'est cet après-midi. Hein. Je vous dis ça, mais 14h. 14h. Et Vous me dites le L. LMNP. LMNP, Loueur voilà. meublé non professionnel. Voilà, ce sera cet après-midi à 14h. la deuxième case, investissement locatif, où là, on va retrouver d'autres dispositifs, donc le Pinel, bien évidemment, mais également le de Normandie, le Duflot, le Cellier, le Sancy-Bouvard. Et cette case qui existe depuis quelques années, en fait, va éviter de calculer soi-même l'amortissement et la réduction d'impôt. Donc, ça évite de se tromper. Il faut juste la cocher et déclarer le bon montant la première année. D'accord. Quels documents avons-nous besoin pour préparer cette déclaration? Il y en a plusieurs. On a recensé les 3 principaux. A priori, vous passez par un gestionnaire pour votre bien et votre investissement locatif. Il va vous donner une déclaration déjà pré-remplie. Oui, c'est vrai. Et la grosse erreur, c'est de ne prendre que les chiffres qu'il y a dans cette déclaration parce qu'il y a d'autres chiffres. Donc, notamment les intérêts d'emprunt. Donc là, c'est la banque qui va donner le montant des intérêts payés pendant l'année, et la taxe foncière qui n'apparaît pas toujours dans la déclaration pré-remplie. Et la taxe foncière, c'est assez simple normalement, puisque elle est prélevée sur votre compte bancaire. Elle est sur son espace, tout simplement. Et elle est sur son espace impôt.gouv. Voilà, c'est ça. Donc on peut aller chercher le montant très facilement. Sur la déclaration pré-remplie, vous allez retrouver les principales informations liées à la gestion de votre bien. Déjà les revenus, et puis ensuite toutes les charges afférentes, les assurances, les frais du syndic, les frais du gestionnaire, les éventuels entretiens et réparations qu'il y a pu avoir pendant l'année qui viennent diminuer votre bénéfice foncier. Donc attention, quand vous recevez ce courrier, je vois bien à quoi il ressemble. C'est une liste à l'après-vert avec des numéros de compte et des montants en face. Hein, donc ne la mettez pas de côté. Voilà. Vous ne jetez pas le courrier. Exactement. Sinon, au pire, appelez votre gestionnaire, mais qui est prêt à vous l'envoyer dans la seconde qui suit. Bien sûr. Je rappelle un petit principe de comptabilité. Tout est en trésorerie. Ça signifie que c'est l'année où ça a été payé que c'est déductible. D'accord ? C'est-à-dire que si par hasard le revenu du mois de décembre tombe en janvier, ça sera pour l'année d'après. D'accord. C'est important à préciser, mais bon, normalement vous n'avez rien à faire puisque c'est la déclaration pré-remplie et le gestionnaire qui a reporté tous les chiffres liés à la gestion de votre bien. Alors, la première déclaration du Pinel, elle est très importante parce qu'il faut cocher encore une case sur la déclaration de 2042C. Il faut cocher la case Pinel et vous allez indiquer, donc là on est sur la dernière déclaration, donc l'année 2020. Si l'investissement est achevé en 2020, il faut déclarer cette case parce que cette case va nous permettre de déclarer la 2044 EB. Et la 2044 EB, on va le voir par la suite, c'est là où vous allez préciser déjà l'engagement de location, qui est un dispositif fort pour le Pinel, parce que le but du Pinel, c'est de s'engager sur 6 ans, comme l'a dit Laurent, ou 9 ans, etc. Donc c'est là que vous allez l'indiquer. Il faudra indiquer à un moment le nom du locataire, Oui, ça sera sur la 2044. Oh, pardon, j'ai devancé. Parce que le locataire peut évidemment changer chaque année. Il peut y en avoir 2 dans la même année, donc vous allez l'indiquer effectivement.
Et c'est important de l'indiquer parce qu'effectivement, sur le fond, votre locataire, comme l'a rappelé Laurent, ça doit être sa résidence principale, il doit être dans des plafonds de revenus, parce que tous ces petits détails peuvent avoir des répercussions importantes sur le droit à la réduction d'impôt. Oui, après tout, si on respecte toutes les cases, tout se passe bien, hein, c'est juste ça. Et ça On va beaucoup parler de cases là, donc du coup, effectivement, il faut les respecter. Oui. On va indiquer donc dans cette première déclaration le montant de l'investissement. Je rappelle, frais de notaire compris. D'accord. Pour ce montant, effectivement, vous pouvez vous faire aider parce que, comme l'a très justement rappelé Laurent, encore une fois, ça va être le montant avec les limites des 5 500 € du mètre carré, avec la limite des 300 000 € d'investissement. Donc, il va falloir indiquer le montant en tenant compte de tout cela. Laurent, qu'est-ce qui décide des 5 500 € du mètre carré? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Ça peut être 5 006, 5 004, c'est lui qui Exactement. donne un chiffre chaque année? Alors, il est voté sur le lancement du premier dispositif et après, tous les ans, la loi fiscale peut évoluer. D'accord. Demain, vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure, on peut avoir des réductions d'impôts. Le dispositif Pinel a été prolongé jusqu'à 2024 et les réductions d'impôts vont baisser. Donc, je vous engage tous à investir dès maintenant pour avoir le maximum. C'est maintenant les bonnes affaires. Exactement. Pardon Exactement. Arnaud, une petite Pas de souci, incursion dans votre démonstration. Très important, donc vous pouvez voir donc, sur le diapo qui apparaît à l'écran, donc on va retrouver les durées de 6 ans et 9 ans, donc en fonction de C'est là qu'on l'engagement indique de les 6 location. et 9 C'est ans, ici que vous d'accord. allez l'indiquer. D'accord. Et vous voyez qu'on voit 4 dates, 2017, 2018, 2019, 2020. Et en fait, pourquoi il y a ces 4 années, dont l'année 2020? C'est à cause de l'engagement de construire dans les 30 mois. Donc, parce que c'est pas seulement il faut que l'investissement soit réalisé et achevé en 2020, mais il a pu démarrer effectivement en 2017, en 2018, 2019 ou 2020. Ça a été très rapide. Ce qui est important par rapport à ça, c'est à partir du moment où le client a signé chez le notaire, il a une durée de 30 mois pour être livré. S'il est livré le 31e mois, il peut perdre son avantage fiscal. Ouais. Alors, que les auditeurs ne paniquent pas. Nous, notre rôle aujourd'hui en tant que promoteur, c'est de décaler les passages notaires pour pouvoir rester dans cette durée de 30 mois pour qu'ils puissent au final bénéficier C'est le notaire de qui leur donne le top départ, c'est ça? Oui. Voilà. Ah d'accord, oui. Donc, une résidence, en fait, dans une résidence qu'on va commercialiser, il va y avoir des logements en résidence principale et il va y avoir des logements en locatif et en Pinel. Eh bien, la résidence principale, ce sont les premières signatures notaires. Et si on voit que la livraison est un petit peu plus tardive, eh bien, on décalera la signature notaire du client de 2, 3, 4 mois pour respecter ce 30 mois. Pas de panique. Pas de panique. Tout est prévu. Bon, il n'y a pas des crises de la Covid tout le temps non plus, hein, pour la Non, livraison. voilà, hein. Normalement, 30 mois, ça doit suffire. Exactement. Bon. Et dernier petit détail, il y a une séparation entre la métropole et nos amis de l'outre-mer, pour lequel les taux de réduction d'impôt ne sont pas les mêmes. Ils sont un peu plus importants en outre-mer parce qu'il y a une vraie pénurie de logements pour le coup, avec une tension démographique encore plus importante qu'en métropole. Pardon. On poursuit. Le slide suivant, alors celui-là il est important également, c'est le complément de réduction d'impôt. C'est-à-dire que si vous avez pris au départ un engagement de location sur 6 ans et que vous voulez prolonger une première fois de façon triennale, donc de 3 ans supplémentaires, c'est dans cette case qu'il faut l'indiquer pour pouvoir continuer à bénéficier. On peut passer de 6 à 12 ans directement? Ou il faut passer par la phase 9 ans? On peut passer, alors en fait ça se passe automatiquement. D'accord. Si on est sur 6 ans, au bout de 6 ans, le fait de redéclarer l'année suivante stipule à l'État qu'on continue le dispositif. Il n'y a pas besoin de faire un courrier spécial au fisc pour dire je veux continuer mon dispositif. Non, c'est prévu dans la déclaration. Ils sont cool, hein, vous avez... Ouais. le fisc. Nous aussi. La slide suivante, c'est la fameuse 2044 EB. La fameuse... Donc, cette étape, elle consiste à spécifier les caractéristiques du bien ainsi que la durée de l'engagement sur cette déclaration. Donc, on va repréciser du coup qui est le propriétaire, l'adresse,
le code postal, la commune, etc. Le lieu de situation du logement. Donc c'est toutes ces informations que normalement vous maîtrisez parfaitement. Élémentaire. Élémentaire. Ah ouais. Vous allez repréciser l'avantage fiscal demandé et là vous allez cocher le Pinel métropole ou le Pinel outre-mer. Outre-mer. Voilà. Sur ce même slide apparaissent les autres dispositifs tels que le cellier, le Pinel Bretagne. Il y a une spécificité en Ah oui, Bretagne. on parle du Pinel Bretagne. Oui. Je crois que c'était une oui. coquetterie de votre part, pas Non, du non, tout. mais Non, non, on en non. parle. Alors il n'y a pas de Brexit, mais bon, Un Bretagne. de Bretagne site, mais il y a effectivement une spécificité pour nos amis bretons. On va préciser également les caractéristiques de la location, si c'est une location en direct ou une location à certains organismes publics, donc c'est un peu plus rare, mais ça peut exister. Ouais. Ah, ça peut se faire, ça. C'est rare. Et on précise également la surface du logement à prendre en compte pour l'appréciation du plafond du loyer. Bah Voilà. oui, Vous en voyez, mètres carrés, il faut avoir le nombre de mètres carrés en face. Le Voilà. fameux 5500. Le fameux Voilà. 500, oui. Pour arriver aux 300 000. Exactement. Ah, vous avez Je tout suis. compris. Ou pas d'ailleurs. Arriver on ou pas. peut. bien sûr. Vous allez également préciser la nature du logement. Donc ça peut être de différentes façons. Un logement qui a été acquis neuf, un logement en l'état futur d'achèvement, le plus communément appelé le VFA. Et il peut y avoir d'autres façons d'investir. La plupart de nos auditeurs, il me semble, sont en VFA. Et c'est là où vous allez indiquer la date d'acquisition de l'immeuble, la date d'achèvement de l'immeuble, donc ça pour respecter les fameux 30 mois, et le prix de revient de l'investissement. Et enfin, toujours dans cette déclaration 2044 EB, l'engagement initial de location. Et c'est là où vous allez pouvoir cocher si c'est sur 6 ans ou sur 9 ans. D'accord, c'est en fin de parcours, si je puis dire. Ouais. On a dit que ça. Ok. Alors, la 2044 EB, c'est la première année de l'investissement. D'accord. Vous faites jouer le dispositif Pinel, que vous devez remplir cette déclaration. Vous n'avez plus à la remplir l'année suivante. Ah, d'accord, c'est important ça. La deuxième étape. Tout ça se fait en ligne. Hein. Tout ça se fait en On ligne. est bien d'accord. Hein, il y a pas besoin de- Ils ont quand même simplifié, parce qu'avant, effectivement, il fallait envoyer des courriers, il fallait calculer soi-même son amortissement. Et comme ils ont vu que ce n'était pas toujours bien suivi et des Je allers-retours. pense qu'il y avait des investissements un euh, peu folkloriques parfois qui étaient calculés. Voilà. Il y en a eu. Alors, ça semble assez fastidieux, mais ça permet finalement de ne pas oublier certaines cases, certaines obligations de forme, tout ça étant télédéclaré en ligne. Voilà. Ouais, puis on rappelle que c'est patrimonial, hein, ça concerne de l'argent, tout ça. Tout à Donc fait. c'est vrai que se pencher 2 minutes, un peu plus que 2 minutes sur ces sujets-là, c'est intéressant. Et puis ça met en perspective, ça met en dynamique tout ça, hein, Tout si à j'ai bien fait. compris. Parce C'est le que premier budget des Français, hein, Ouais. la pierre, hein, l'investissement. Que ça soit dans la résidence principale ou l'investissement locatif, c'est leur premier budget de dépenses. Puis, de toute façon, je pense que vous préférez avoir des clients qui savent où ils vont, savent ce qu'ils font, que des clients qui s'arrêtent à l'avantage sans aller au-delà. Et oui, on essaye de leur expliquer derrière, tout de suite, d'oublier un peu cet avantage. Oui. C'est notre job avec Arnaud de monter l'architecture de financement et fiscal. Derrière, c'est répondre à un besoin financier à court, moyen, long terme. C'est bien plus profond que l'avantage fiscal. Hein. C'est vraiment une réflexion sur soi-même. Et sur la suite, pardon Arnaud, je vous ai coupé les commentaires. C'est de la que- psychologie finalement, une déclaration Mais fiscale. c'est aussi, mais c'est très important. Ouais. C'est le premier budget, vous le disiez Laurent. La deuxième étape de la déclaration de revenus, c'est déclarer ses revenus fonciers sur la 2044. Alors ça peut être aussi la 2044 spéciale, mais logiquement c'est plutôt la 2044 classique que vous devez remplir. Alors il y a deux régimes, on va quand même en parler. Il y a le régime réel, qui est celui normalement qui est utilisé par la plupart de nos auditeurs. Le régime réel, c'est déclarer l'ensemble des charges que vous avez directement sur la déclaration, avec les intérêts d'emprunt et la taxe foncière. Mais vous pouvez aussi opter pour un régime, ce qu'on appelle microfoncier. Ouais. Microfoncier, c'est un peu plus simple, c'est que vous déclarez uniquement vos revenus, pour lequel est appliqué un abattement de 30%. Un forfait, quoi. Un forfait, exactement. Donc logiquement, si vos charges sont inférieures à 30%, le régime microfoncier est intéressant. Alors il y a aussi une limite fiscale pour pouvoir faire du microfoncier. Normalement, vous êtes dedans. Mais bon, dans la pratique, c'est quand même assez rare, dans les montages Pinel, quand on a recours à un crédit immobilier, de faire du microfoncier. Parce que les intérêts d'emprunt Oui. sont quand même importants, surtout les premières années. Oui, surtout la première année, parce qu'on parle d'intérêt d'emprunt déductible, Oui. mais la première année, on va déclarer les intérêts d'emprunt,
les frais de dossier bancaire, la caution logement, l'assurance sur le prêt. Ouais. Donc ça, c'est des sommes qui gonflent D'accord, ça rentre cette dedans. réduction et fiscalement, on baisse et on arrive plutôt à ce qu'on appelle un résultat foncier en déficit. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, Exactement. c'est important de ne pas oublier. La première année est un peu exceptionnelle dans le Oui, dispositif. c'est là où on a le plus la somme la plus importante au niveau de cette case d'intérêt d'emprunt à déduire. Parce qu'on C'est la bonne englobe tout. surprise. La première année, c'est le petit bonus. Voilà, on met Ouais, tout comme ça, on a exactement. une vraie bonne surprise. Exactement. Pardon Arnaud. Je parle un peu en néophyte, hein, vous avez vu, Oui. je m'extasie devant des choses comme ça, C'est mais très bien. je suis désolé. Et c'est très bien, ça rend. Pour présenter les auditeurs, en fait. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ça me rappelle que je suis quelqu'un de normal, vous savez, ça me Tout à rappelle. Dans les déclarations annexes, quand vous remplissez la 2044, il va vous demander donc de cocher ces cases de déclaration de revenus fonciers 2044 et également la case 2044 EB. Si vous ne les remplissez pas, vous aurez normalement une anomalie en fin de déclaration, vous rappelant Ah oui. de bien cocher oui. ces déclarations. C'est important, c'est pas bloquant. Oui. Il y a toujours une alerte. Oui. Ça ne Ouais. bloque pas le système. En rouge. Mais l'alerte est toujours en rouge et ça permet de C'est vrai. rectifier tout de suite. Exactement. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est très très bien fait hein, Ouais. le site. Hein. Moi, c'est peut-être le service public qui a le plus progressé en matière Il progresse. d'expérience utilisateur. Il y a encore des axes d'amélioration. Ouais. Et, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, oui, C'est assez fluide, franchement. C'est assez fluide, ouais. Ouais, c'est assez fluide. En tout cas, tel que vous le présentez jusqu'à présent, moi, j'ai écoute. tout compris. bah, tant mieux. C'est le but. La 2044, donc c'est la déclaration des revenus fonciers. La première page, vous allez tout simplement dire si vous possédez des parts de sociétés immobilières, donc ce qui ne sera pas le cas pour Ah oui. les personnes qui sont en Pinel, ou si vous déclarez tout simplement des propriétés rurales et urbaines, c'est le terme, et on va préciser combien. Parce que vous pouvez aussi avoir d'autres investissements immobiliers. Vous pouvez avoir un Pinel, vous pouvez avoir peut-être du locatif en direct, un autre dispositif, et c'est à ce niveau-là que vous allez déclarer le nombre de biens immobiliers que vous déclarez. Et l'investisseur Pinel peut en faire 2 par an, donc il pourra avoir fait 2 Pinel, donc là, sans avoir d'autres dispositifs, mais au moins on met le nombre. Après, on verra, il y aura une colonne qui sera réservée au premier, une colonne réservée au deuxième. Exactement. Oui, c'est ça. On ne fusionne pas tout. Hein. Non. Chacun séparé. Exactement. Hein. Ça, Exactement. Alors, on va le voir dans le slide suivant. Donc, il y a beaucoup de montants à entrer. Ici, bon, on a précisé, mais on va le préciser oralement. Alors, voilà la fameuse déclaration 2044. Et vous voyez en rouge, immeuble 1. Et vous aurez autant d'immeubles que de Bien noms sûr. que vous avez déclarés. D'accord. Ok. Vous n'avez rien à cocher dans les cases immeuble 1, c'est pour les dispositifs qui sont hors Pinel. Voilà, si vous aviez fait du Besson, du Borloo, du COS, et que vous bénéficiez d'un amortissement, voilà, c'est à ce niveau-là que vous allez cocher, mais là, ça ne concerne pas nos auditeurs. En revanche, vous allez indiquer, c'est à ce niveau-là que vous allez indiquer le nom des locataires, repréciser le nom de l'adresse de l'immeuble à ce niveau-là. Et ensuite, on rentre dans les fameuses cases à remplir. Avec le document qu'on a reçu de son gestionnaire. fait. Alors exactement, la première chose, c'est se munir du document pré-rempli par le gestionnaire du bien. Et généralement, la première ligne, donc on peut la nommer, hein, c'est la 211, c'est les revenus des loyers bruts encaissés. Bien sûr. Voilà. Vous allez pouvoir remplir les autres charges, généralement les frais d'administration. Donc là, on devrait retrouver, et de gestion, retrouver la rémunération du gestionnaire, hein, parce que si vous confiez le bien, il prend des honoraires, naturellement. C'est normal. Il a dû normalement remplir, vous avez le droit à 20 € de autres frais de gestion par local. Alors parfois, ce montant n'apparaît pas, donc ne l'oubliez pas. C'est toujours 20 € de déduit. C'est 20 € en moins. Alors, pardonnez-moi, je regarde ma tablette parce qu'on a des questions d'auditeurs. Ah. Hein. C'est pas que je réponds à mes enfants ou à mes copains. Non, non, je regarde bien les questions qui nous arrivent. Allez-y, Arnaud, pendant que je regarde. Les primes d'assurance, alors là, c'est important de bien indiquer les montants. Vous allez retrouver les assurances pour assurer votre bien. Généralement, si vous avez pris une assurance pour loyer impayé, ça c'est toujours un bon conseil. Et puis, il peut y avoir d'autres assurances. Oui, là c'est important parce qu'en fait le gestionnaire va indiquer les assurances de loyer impayé, de support juridique.
En revanche, il faut faire attention, on peut rajouter un autre montant que le gestionnaire ne connaît pas. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant, qui est obligatoire. Un client peut avoir donné la gestion à un organisme et avoir pris une assurance de propriétaire non occupant auprès de sa banque, de son propre assurance. C'est une centaine d'euros. Oui, c'est ça, toujours 100 euros ça de déduit en pas plus. massivement Oui. le dispositif. Mais c'est un conseil, bien sûr. ça augmente en fait Bien sûr. cette charge qui Et c'est aura un impact sur le déficit foncier. Ouais. Et c'est On vrai a que plein de questions, hein, je vous le dis tout de suite. hein. Super. Alors, On soit est parce ravis. qu'on a été très bon, soit parce qu'on a encore des choses à exposer. mais c'est vrai, Laurent, vous avez raison. Le petit piège, c'est de se fier sur la déclaration pré-remplie et d'oublier cette assurance et donc de ne pas la rajouter manuellement. Il faut tout déduire. Voilà, tout ce que vous pouvez déduire qui est offert par la loi, il faut le faire. Ah bah oui. Sur la case 227, là, c'est la taxe foncière. Alors, pareil, généralement, elle n'apparaît pas sur le document pré-rempli, comme c'est vous qui la payez en direct. Alors, elle peut, mais voilà. Donc là, il ne faut pas oublier d'aller la chercher, de remplir Sur son montant. espace. Son espace. Oui, alors les gestionnaires, certains gestionnaires, d'autres oublient sans doute, vous envoient souvent une demande en fin d'année. Il faut leur fournir cette taxe foncière. Ah oui. Donc envoyez-leur votre taxe foncière, comme ça elle sera inscrite automatiquement. Alors sur la taxe foncière, je vais vous donner une petite explication. Vous avez peut-être payé 600 euros de taxe foncière qui va sortir de votre poche. Mais vous ne pourrez pas déduire 600 euros. Pourquoi? Parce que dans une taxe foncière, il y a toutes les taxes habituelles, mais il y a également les ordures ménagères. Eh oui. Mais les ordures ménagères, en fait, elles vont être refacturées par le gestionnaire au locataire, puisque c'est l'utilisateur. Donc, mon exemple de 600 euros, vous avez peut-être payé 600 euros de taxe foncière. S'il y a 50 euros de taxe d'ordures ménagères, on pourra faire une déduction de 550. C'est ce qui apparaîtra dans cette ligne au niveau de la taxe foncière. 600 moins 50. 550. Voilà. Arnaud, on accélère parce que moi Allez, j'ai on y envie de va. répondre à nos internautes. Oui. On va Enfin, moi indiquer- personnellement non, mais vous, oui. Moi, oui. on va généralement indiquer les provisions pour charges payées en 2020, mais qui apparaissent sur le document pré-rempli. Et vous allez surtout remplir à ce niveau-là les intérêts d'emprunt, ligne 250, qui ont été payés directement à la banque et pour lequel la banque vous fournit un document annuel récapitulant les intérêts de l'année. Et donc apparaît normalement, in fine, le revenu foncier taxable. On y est? On y est presque. Ah bah, on y est presque. On Ah y bah est oui, là presque. je reconnaissais la fin. Alors une fois qu'on a fait cette déclaration, il faut reporter cette déclaration, la 2044, se reporte sur la 2042, la déclaration principale. Bah bien sûr, celle de revenu. Voilà, et donc il faut tout simplement activer le report pour que ça se fasse automatiquement. Ok. Et normalement, si ça s'est reporté, ça apparaît comme à l'écran en case 4BA. Donc, D'accord. si c'est un revenu foncier, ça passe en 4BA. Si c'est un déficit, il va apparaître soit en 4BB, soit en 4BC. C'est-à-dire que le déficit peut être imputable sur les revenus fonciers ou sur le revenu global. D'accord. Et ensuite, dernière étape, ça concerne l'inscription du montant à réduire des impôts sur l'imprimé 2042C dans l'encart charge ouvrant droit à réduction d'impôts, donc les fameux 2% d'avantage fiscal sur le prix de revient vont être indiqués sur la 2042C à ce niveau-là. Alors normalement, pardon, excusez-moi, normalement vous n'avez rien à faire, ça doit se reporter automatiquement si vous l'avez fait pour la première fois d'investissement en 2019. En 2020, vous devriez voir dans cette case le montant d'investissement réalisé. S'il n'apparaît pas, eh bien c'est là où il faut que vous puissiez le faire vous manuellement. On a presque fini. Et la synthèse. La synthèse de Pinel, donc le dernier feuillet que vous allez retrouver avant de valider votre déclaration d'impôt. Normalement, vous devriez retrouver sur la case 5ND dans le récapitulatif le montant du bénéfice imposable, le bénéfice fiscal imposable, et surtout dans les cases 7QB ou 7KM, ça va dépendre dans quelle année vous avez fait l'investissement, le montant de l'investissement qui va générer votre économie d'impôt, les fameux 2% sur les 6 premières années ou les 9 premières années. Voilà. Et voilà, pour normalement, tout est résumer, terminé. Arnaud, le tuto magique. Merci beaucoup. Mais en plus, c'est bien parce qu'on le garde, hein. Le replay, vous pouvez le regarder, arrêter, le mettre au ralenti, même si vous n'avez pas compris. C'est bien, hein. C'est Oui. une vraie leçon, et d'ailleurs qui pourra servir
Tout le monde comprend assez bien de toute façon Oui. quand on y va. Allez, tout de suite, je vous ai dit, beaucoup de questions. La séquence questions-réponses, évidemment. Que se passe-t-il si je dois vendre mon bien avant la fin de mon engagement? Parce que ça peut arriver. C'est possible. C'est possible de le faire. En revanche, on n'a pas respecté le contrat. Bah oui. Donc l'État va tout de suite derrière venir vers vous et vous dire il faut me rembourser tout ce que je vous ai versé en avantage Bah, bien fiscal. sûr. Donc c'est la raison pour laquelle commençons sur 6 ans Ouais. pour Oui. limiter les choses. On prolongera au fur et à mesure. C'est un deal, hein. Je te donne, tu me donnes. Voilà, Exactement, c'est j'investis, gagnant-gagnant. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Le fameux gagnant. On répond rapidement, ça vous va, messieurs? Oui, Parce très que bien. Comme on a peu de temps, peut-on réaliser un Pinel en maison individuelle? C'est fini depuis le 31 décembre de 2020. Voilà, Donc réponse. aujourd'hui, c'est Rép- du résidentiel. Réponse courte à une question courte. Pardonnez-moi, je mets mes lunettes, mais j'ai une tablette, encore 2. Alors, Laurent Arnaud, quelle surface dois-je prendre en compte? Alors, je ne comprends pas la question. Normalement, c'est celle qui est affichée. Alors, non, la question qui est affichée, c'est peut-on réaliser un Pinel dans l'ancien? Alors, moi, j'en ai plusieurs. C'est c'est une pour autre, ça. ça. Alors, allez-y. Alors, dans l'ancien, non, c'est dans le neuf pour le dispositif Pinel uniquement dans le neuf avec ces nouvelles normes de construction. Et derrière, on va avoir une petite variante avec un dispositif qui s'appelle le 2 Normandie. On ne va pas s'étaler dessus. On peut avoir ce même type de réduction fiscale, mais en faisant de la rénovation. Attention, les normes de construction sont drastiques. C'est très compliqué de réhabiliter un logement aux vraies normes derrière. On peut être retoqué en fin de chantier. Donc, le plus simple, c'est dans le neuf, avec les nouvelles normes. Bien sûr. Ça va plus vite, c'est plus simple, et au moins on est sûr de dans En quoi on plus, investit. On est green compatible. L'impact sur la société, c'est fondamental aujourd'hui. Ouais, hein. exactement. On ne sait pas quel sera notre sort dans les 50 prochaines années. On nous annonce des catastrophes, donc il vaut mieux habiter dans des logements qui sont adaptés. Question pour vous, Arnaud. Si je dépasse une année le plafond de 10 KE, l'économie d'impôt non utilisée est-elle reportable les années suivantes? Eh bien non. Vous perdez cette économie d'impôt l'année où si vous avez dépassé les 10 000 euros. Mon taux de réduction d'impôt sera-t-il toujours le même? Car j'entends dire, alors on ne sait pas qui que cela allait changer d'ici 2023. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut investir parce qu'à partir de 2023, la réduction d'impôt qui était de 12% sur 6 ans passe à 10,5%. Celle qui est aujourd'hui à 18% sur 9 ans va passer à 15%. Et celle derrière sur 12 ans va passer à 17,5. Donc ça, on a une baisse automatique. Et en 2024, ça continue. On passe de 18% aujourd'hui à 9% sur 6 ans, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le moment au niveau fiscal, c'est important. Et profiter également, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est les taux d'emprunt aujourd'hui sont très 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 bas. Donc profitez de cette opportunité. On a 2 leviers forts aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut faire parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve par la suite. Est-ce que je peux vous lire une question que j'ai reçue sur Internet, Laurent? Oui. Une question. Quand les frais de notaire sont offerts par Bouygues, ce qui arrive, Oui. il ne faut pas les inclure dans le montant d'investissement? Et non, puisqu'on ne les a pas payés, pas gagner donc deux on fois, ne va quand pas même, gagner 2 fois. C'est interdit. Donc on va être rattrapé quoi qu'il arrive par le fisc. Alors, si mon locataire ne paie pas, comment cela se passe et quelle est la garantie? Ça, c'est un sujet aussi important. C'est très important. Ouais. On a intégré dans notre offre un service qui s'appelle la bien gérer. Pourquoi? Parce que acheter d'un bien immobilier, le mettre en location, c'est le départ. Maintenant, il faut s'assurer que les rentes sont pérennes dans le temps. C'est la raison pour laquelle on va proposer à nos clients, et je peux vous dire, on va dire 99,9% de nos clients prennent notre offre. De toute façon, c'est une charge qui est déductible, donc fiscalement, derrière, elle a un avantage fiscal. Et derrière, cette bien gérée va apporter une première garantie. La peur d'un investisseur, c'est de ne pas toucher ses loyers. Ah bah oui. C'est la première peur, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va couvrir cette perte de loyer s'il y a une défaillance d'un locataire. Attention, en France, on a toujours peur du non-paiement de ses loyers. Ça ne représente que 2,5% du marché locatif. On est plutôt des bons payeurs, hein, c'est ce que vous dites. Exactement. Donc derrière, ça va être une prise en charge sans délai et sans franchise.
Donc, on connaît les assurances, c'est toujours une franchise derrière. La détérioration, si jamais il est détérioré, le logement, eh bien, derrière, on va avoir une assurance qui va monter jusqu'à 9 500 € de dédommagement par sinistre, non pas sur la période fiscale, mais par sinistre. Ça, c'est important. Si on a besoin d'avoir une protection juridique à un moment, on a un budget de 4 000 € qui, derrière, va pouvoir couvrir ces frais juridiques. Et enfin, on va pouvoir étendre un petit peu cette location sur une notion de vacances locatives. C'est-à-dire que Oui, ça on a un premier locataire, le deuxième locataire n'arrive pas tout de suite. Eh bien, on va avoir cette notion d'assurance qui va couvrir pendant 3 mois eh bien, les loyers. Donc, c'est une sécurité. On essaye de tout encadrer pour avoir une rentabilité maximum pour nos clients. Il y a des questions très techniques, hein, pardonnez-moi, j'ai mon oreillette qui s'en va. Alors, j'ai compris que la cuisine peut être déduite des revenus fonciers, ce qui est plus intéressant que de l'intégrer au prix. Peut-on également déduire la paroi de douche? Bon, Alors, c'est tout pas une blague, hein. Non, mais c'est très très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout travaux d'amélioration va être déductible au niveau de la 2044. D'accord. Donc oui, il faut tout déclarer. La paroi de En douche, revanche, il faudra bien fournir les factures Tout et à les fait. indiquer dans la déclaration 2044. éventuellement une photo de la paroi de douche. Non, je plaisante. Peut-on vous soumettre notre déclaration? Bah oui, on peut soumettre la déclaration parce que vous Oui. êtes tellement pédagogique, vous avez tellement bien présenté. Alors, ce que me dit Benoît, c'est que évidemment toute la réponse sera apportée sur la chaîne YouTube de Bouygues Immobilier. Doit-on acheter le bien cash ou bien mettre de l'apport ou passer par le financement? Alors, Arnaud on peut toujours acheter cash, mais ce n'est pas forcément un bon conseil. Déjà, comme l'a rappelé justement Laurent, bah, les taux d'intérêt sont quand même très attractifs. Donc, emprunter pour investir, c'est toujours bien. Et surtout, les intérêts sont déductibles. Donc, les intérêts que vous allez payer à la banque, en réalité, vous allez les récupérer en base imposable, en réduction d'impôt. Donc, ce ne serait pas forcément... donc, c'est toujours bien. En ce moment, il faut plutôt passer par un financement. Arnaud, on peut déduire l'assurance d'un prêt? On peut déduire l'assurance d'un prêt, sûr. bien entendu. D'accord. Si on doit se rendre à l'AG ou un problème de livraison, peut-on déclarer les frais de déplacement si le bien est très loin? Moi, je dirais non. Ça Donc, rentre pas dans le cadre. Ouais, Ça rentre pas dans le cadre. C'est pas, Donc, c'est pas dans l'esprit. ne Voilà. le faites Après, certains pourraient considérer que c'est des frais de gestion. Ça dépend de l'inspecteur en fait que vous allez avoir en face de vous. Ça dépend de Alors c'est vrai l'inspecteur. qu'à notre niveau, on ne peut pas le dire que c'est soit déductible à 100%, Non. mais et on ne le conseille pas. Maintenant, voilà, s'il y en a qui veulent tenter. Si, puis-je louer, évidemment très important, puis-je louer à mon fils étudiant qui n'a pas de revenus ou est-ce qu'il doit me payer un loyer si je lui loue? Alors, ça, c'est très important Ben comme oui. question. On l'a souvent. Ben Les bien gens sûr. veulent investir pour leurs enfants, pour leurs études, pour leur premier travail. Oui, mais il y a des conséquences derrière. Déjà, votre enfant en tant que locataire, la première obligation, c'est qu'il sorte du foyer fiscal. Imaginez un couple qui a un enfant, il a 2 parts et demie, une part par parent et une demi-part par enfant. S'il le loue à son fils, l'enfant va sortir du foyer fiscal. Donc automatiquement, l'imposition sur les revenus du travail va augmenter. En fait, c'est un calcul à faire, tout simplement. C'est peut-être avantageux ou désavantagé. Donc derrière, il y a une obligation. Vous le disiez, Gilbert, oui, notre enfant doit nous payer un loyer. C'est obligatoire, c'est la loi. Oui. Alors, ce loyer, il peut être un petit peu abaissé, mais derrière, il a une obligation de payer le loyer. Alors, pour un parent investisseur, on sait que de toute façon, l'enfant qui fait ses études n'a pas de revenus. Donc, indirectement, c'est les parents qui payent le loyer et qui vont payer revient, l'effort ouais. d'épargne. Donc, Ouais. fiscalement, ce n'est pas très intéressant. Il vaut mieux faire un dispositif Pinel et le louer à une personne Ouais. autre que son foyer fiscal pour avoir une vraie rentabilité. Et en plus, aujourd'hui, les étudiants, on parle souvent des étudiants parce que c'est souvent un cas étudiant, ils ont des aides de l'État avec des APL déjà, et puis quelques réductions au niveau régional, Ouais, donc, bien sûr. et ce qui baisse fortement leur loyer. Donc Mmh. ça, c'est un point important. Et derrière, voilà, c'est le meilleur moyen d'acheter sa tranquillité avec son gestionnaire, et on sort vraiment. En fait, je dis toujours, ne pas mettre d'affectif dans son investissement. Il faut être assez cartésien, savoir où on met les pieds en termes d'investissement, mesurer l'environnement.
l'environnement de l'endroit où on investit, l'analyse macroéconomique et microéconomique, déjà savoir investir dans un endroit où il y a de l'activité, où il y a des sociétés. Quand il y a des sociétés, il y a des emplois, donc il y a des locataires. Et puis derrière, bien mesurer les commodités, le transport. Est-ce qu'il y a une ligne de bus, de métro, de tram au pied de la résidence? C'est ce que recherchent les Français aujourd'hui. Et enfin, les commodités de tous les jours. Les commerces sont-ils autour de la résidence? Voilà ce que cherche un locataire. Quand on a réuni ces 3 points, on est sûr de louer régulièrement et d'éviter, on parlait de la vacance locative tout à l'heure, de chercher un locataire. Et puis se renseigner. Parce que Et si se c'est renseigner. peut-être pas à l'année 1, mais l'année 2, 3, il y aura un métro, il y aura une zone Exactement. Et commerciale. là, c'est notre rôle. Aujourd'hui, Oui, bien quand on sûr. présente, dans la deuxième partie de l'entretien commercial, quand on présente la solution au niveau immobilier, eh bien, on va déterminer, on va présenter toutes ces choses qui existent pour rassurer nos clients, bien évidemment. Mhm. Moi, j'ai tout compris. Eh ben, moi, j'en suis ravi. Laurent Arnaud, vous avez été parfait. Franchement, merci. S'affiche à l'écran, évidemment, l'adresse où vous pourrez poser toutes vos questions pour prendre contact. Notamment, il y a même un téléphone où vous pourrez même rencontrer les conseillers de Bouygues Immobilier Patrimoine. Ils sont assez cool, hein, vous avez vu ce matin. Merci à tous. Merci Laurent, merci Merci Arnaud. Gilbert. À Merci à très vous. bientôt.